Comment est né le quartier de la Noé? On en parle avec Juan Massénia qui a passé sa jeunesse dans ce quartier et le maire emblématique de Chanteloup-les-Vignes, Pierre Cardot. Bon, Rost, on va raconter l'histoire de Chanteloup. Absolument. Je suis ravi d'ailleurs de partager cet instant-là avec deux personnalités que vous connaissez bien. Absolument. Juan Massénia, vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes grand spécialiste de musique, notamment. En plus, oui, musique, oui. En plus, bah oui, c'est vrai. Oui, vous oui, avez grandi à Chanteloup. J'ai grandi à Chanteloup et c'est à Chanteloup que j'ai en partie compris que la musique, ce serait certainement une passerelle pour aller voir ailleurs si j'y étais. Et donc en mélodie, cette petite ligne de train qui faisait Mantes-la-Jolie-Saint-Lazare nous a permis comme ça d'aller découvrir le reste de l'Île-de-France, ce qui était déjà énorme à l'époque. Énorme. Et Rost, c'est quelqu'un que tu connais bien, que tu aimes beaucoup, que tout le monde... Alors ici, c'est une star absolue, évidemment. Ça, vous le disiez déjà dans un documentaire dont on va voir des extraits qui s'appelait Banlieusard, c'est Pierre Cardot. Pierre Cardot, vous avez été le maire emblématique de Chanteloup-les-Vignes, vous avez été député. Vous êtes arrivé ici en 75, on va en reparler. On va regarder peut-être d'abord, grâce à un extrait de votre documentaire qui a quoi, une dizaine d'années ? Qui a, oui, un peu plus d'une dizaine. Un peu plus d'une dizaine d'années. Absolument, qui est intemporel. Mais qui est intemporel, qui s'appelle Banlieusard. Et vous racontez l'histoire de Chanteloup. On va voir un premier extrait qui nous rappelle ce que c'était Chanteloup avant que ce ne soit ce que c'est aujourd'hui. Jusque dans les années 60, Chanteloup, c'était un petit village bien franchouillard, peuplé depuis la nuit des temps de familles d'agriculteurs, des maraîchers, des paysans, quoi. Tout va changer, tout va basculer dans les années 70 à Chanteloup, parce que l'État va décider de construire un quartier tout neuf, au milieu des champs. Une cité HLM de 8000 habitants, au milieu de nulle part. Voilà, c'était au milieu de nulle part. Oui, justement. Et vous, Juan, alias Juanito, pour les intimes. Pourquoi vous avez grandi ici, à Chanteloup, ouais. Et vous parliez de cette ambiance qui était extrêmement joyeuse et festive. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je pense que Chanteloup n'échappait pas à l'ère du temps, c'est-à-dire qu'on est dans les années 70, une grande partie de la population sort de la ruralité, accède à la modernité, d'autres viennent de pays où quand on parle d'agriculture et de monde rural, là on est carrément dans une autre époque. Et ici c'était l'Arche de Noé, donc toutes ces populations avaient le sentiment d'avoir la vie devant soi, en fait, d'avoir le monde à portée de doigts. Et effectivement, ça rendait heureux. Et puis, s'il y a un élément qui, avec le temps, maintenant, me revient en mémoire, c'est que les parents étaient jeunes, que les enfants étaient petits, et que le pays était encore prometteur de beaucoup de choses. On est au début des années 70, milieu des années 70. Donc, on est dans une sorte d'insouciance. Et on n'a pas encore ce terme, les 30 Glorieuses ou la fin des 30 Glorieuses à l'oreille, mais Chanteloup va être impacté par cette à partir période, du milieu des années 70, absolument. Pierre Cardot, alors, vous arrivez dans les années 75 à Chanteloup. Oui. Vous étiez chez Chrysler à Poissy. Enfin, vous obtenez un poste chez Chrysler à Poissy. En janvier 74. Je raconte ça parce que j'ai lu votre livre L'espoir n'est pas un luxe, où vous racontez toute cette histoire, qui est un livre formidable parce que ça raconte et votre histoire et l'histoire de Chanteloup. Et vous venez habiter ici. Oui, je cherchais un appartement. J'avais atterri d'abord dans un foyer à la Sonacotra, au Grésillon, à Carrière-sous-Poissy, parce que je pensais que c'était jeune travailleur, donc c'est pour moi. Enfin, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait l'ambiance de la Cité U. Et donc, entre-temps, on avait eu l'aîné de notre famille qui était né, donc il fallait un appartement plus grand. Et on a trouvé au Béguinage des appartements superbes à des prix très raisonnables. C'était ce qu'on appelait les ILM à l'époque. Et donc, j'ai habité plusieurs années dans cet appartement. Mais... Donc, dans ce qu'on appelle la Cité de la Noé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai créé la première association de locataires sur le secteur. Et j'ai découvert une cité, mais lunaire pour moi. Comment c'était alors la vie ici ? D'abord, il n'y avait rien dans la cité, rien n'avait été prévu. En fait, le conflit qui avait eu lieu entre la commune et l'État sur
cette construction qui n'était pas souhaitée par les habitants. Ça s'était traduit par un procès qui avait été gagné par les associations de Chanteloup contre l'État. Et donc le tribunal a considéré que le permis de construire n'était pas valable. À partir de là, l'État a abandonné la ville, donc pas de commerce. On ne savait même pas où passaient les réseaux. Ah, ça a été abandonné complètement, quoi. Ah oui, oui, il y avait une zone industrielle qui était promise, il y avait la gare qui n'était toujours pas là. Enfin, il n'y avait rien. Et donc, pour faire ses courses, il fallait monter au village pour acheter le minimum. Certains traversaient la plaine avec des caddies pour aller faire les courses chez Leclerc à Carrière-sous-Poissy. Enfin, voilà. C'était tout et n'importe quoi. On avait des câbles téléphoniques qui passaient et électriques qui passaient d'une fenêtre à l'autre, d'une tour à l'autre, dans le béguinage. Ouais, voilà. Et en plus, après, il va y avoir l'affaire Aranda, avec l'histoire... Oui, alors ça, c'est une affaire de corruption. Voilà. Oui, mais ça ne va rien arranger, quoi. Qui ne va rien arranger. Ça va se passer très mal. Donc l'État abandonne la ville à son triste sort. Et comme en même temps, il y a Nanterre, dont on est en train de raser les bidonvilles, Barbès, Pigalle, dont on est en train de restructurer les quartiers, toutes ces populations dont Paris se débarrasse, est expédiée à Chanteloup, où il y a de la place. Ouais. Au départ, c'était prévu pour les ouvriers de l'industrie automobile. Au départ, c'est ça. Il y a en gros oui, mais il y a Peugeot et Chrysler à Poissy, il y a Renault à Flins, en gros. Oui. Voilà. Et en fait, il n'y aura jamais le 1% patronal. Ouais. Et donc, ce n'est pas des ouvriers qu'on va récupérer, mais des chômeurs. Oui, c'est ça qui va se passer. En grande difficulté, mélangés à des cadres qui sont venus pour un cadre de vie qui avait l'air assez agréable. Donc évidemment, au fur et à mesure, pas de service, des populations qui n'ont pas tout à fait l'habitude de cohabiter, ça va se traduire par... Oui, il y a plusieurs communautés différentes. Enfin, il y a combien? 63, on avait à l'époque. 63 communautés. On va passer de 2000 habitants à 11 000 en peu de temps. Ouais. Et on va avoir une naissance par jour. Ah oui, c'est incroyable. Donc on est un pays en voie de développement. Et on n'a pas d'argent. Alors, peut-être qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur la conception même de cette cité Noé. Un grand architecte, Émile Alliot, qui est missionné par l'État. Et il y a un extrait dans votre documentaire, Juan, qui est absolument saisissant. C'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il a fait. Il y a un côté mégalomane incroyable. On regarde. Mon action est une action tout intérieure. Je peux changer la mentalité, je peux changer la forme de l'affectivité des gens. C'est donc un changement d'ordre intérieur. C'est évident, construire 100 logements pour des HLM n'a pas grand intérêt. En construire 3000 devient un univers que l'on manipule et que l'on forme. De ce fait, ça a une toute autre dimension. Ça devient une façon de manipuler un devenir des gens. Incroyable, hein? Mais là, vous parliez de côté mégalomane, mais je trouve que ce qu'il exprime, justement, est intéressant dans tout ce débat qui existe sur la question des banlieues, la manière dont ça a été fait, ça a été pensé, justement. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, vous qui avez été maire de cette ville pendant longtemps? Le discours de l'architecte? Ah oui. Parce que c'est je édifiant. pense qu'il se fait une idée un peu trop forte sur le rôle que va jouer l'urbanisme sur le comportement des gens. Le problème, c'est l'urbanisme. Vous êtes convaincu de ça? Alors, lui, il est convaincu qu'il va jouer un rôle important sur la façon dont ça va se passer. Mais moi, je partage son avis. Eh bien, moi, je pense qu'il faut arrêter de responsabiliser systématiquement les architectes sur ce qui se passe. Bien sûr, il y a des erreurs de conception, notamment fermer les places. Là, c'est une place fermée, hein? Ouais. Ça fait qu'il y a un isolement de la place qui fait que les gamins ne savent même pas ce que c'est que la place. En gros, c'est une cité dont on ne sort pas. Hein, quand on va restructurer, quand on va nous proposer, quand Borloo va proposer le grand projet de ville et qu'on va enfin pouvoir modifier l'architecture, après avoir entendu ce que disaient les habitants et les différents acteurs, la police, etc., on va restructurer et on va ouvrir les places. On va ouvrir à la circulation. On va éviter cet effet d'enfermement. C'est ce que demandent les habitants. Et toute la restructuration va être basée là-dessus. On ne va pas détruire pour détruire et pour réduire le nombre de logements sociaux. On détruit pour ouvrir et aérer. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, quand on explique que c'est l'urbanisme qui est responsable, non. La façon dont on a projeté cette population, la façon dont on n'a pas, autour de l'urbanisme, prévu comment on allait se comporter sur le plan humain, qu'est-ce qu'on allait avoir comme activité, quels étaient les moyens du fonctionnement. Là, ça a été la catastrophe. Quand je suis arrivé, j'avais aucun pouvoir. Tout était décidé à ma place. Le budget,
Les Oui, gens parce qui que habitaient- la ville n'avait plus le droit de Rien. décider On de son avait budget. 15 millions de parce que vous recettes et étiez- 30 ouais. millions de dépenses. Comment Ouais, voulez-vous ouais. qu'on fonctionne? Voilà, donc on n'avait plus de pouvoir. C'est la Chambre régionale des comptes qui décidait. Et donc, il fallait reprendre le pouvoir pour essayer d'imprimer une volonté locale pour transformer les choses. Je ne veux pas qu'on accuse uniquement les architectes. Ils ont Non, une non. responsabilité. Ouais, je trouve Mais- quand même il Non, peut mais- quand même changer la vie des gens. Et moi, je me méfie toujours des gens Je qui veulent comprends changer la je vie comprends des ce que gens. vous dites. Bien sûr, quand on a amélioré Chanteloup au niveau de l'urbanisme, on a amélioré l'image, on a amélioré le fonctionnement, on a amélioré le quotidien des gens par un urbaniste qui était une carte de visite présentée sur l'extérieur notamment, qui les revalorisait. Donc c'est important. L'environnement, la façon dont on est perçu en tant que ville. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter de réhabiliter le béton pour dire ça va aller mieux. L'humain, c'est l'essentiel. Si ça s'est dégradé en moins de 10 ans, il a fallu commencer les premières réhabilitations à Chanteloup. Vous vous rendez compte? Au bout de 8 ans, on me propose une réhabilitation. Moi, je venais d'être élu. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, ça ne s'est pas dégradé tout seul. C'est bien que le comportement des habitants, quelque part. Donc, il y a un malaise qu'il faut qu'on traite. Et ce n'est pas uniquement en traitant le béton qu'on va régler le problème. Il faut donc s'occuper de l'humain. Il faut redonner une âme à cette ville. Il faut redonner de l'espoir. Il faut donner des repères aux gamins. Enfin, voilà, c'est là-dessus. Et c'est la politique de la ville, ça, la vraie. Vous en apercevez de ce malaise-là, quand vous avez grandi ici? Non, pas du tout, parce que on vient d'aborder la notion d'espace. Oui. Et en fonction des âges, le même espace n'impacte pas votre quotidien de la même façon. C'est-à-dire que quand vous êtes gamin, que vous allez de l'école primaire à chez vous, dans l'absolu, les distances, elles sont réduites à aller maximum à 1 kilomètre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passait, on a commencé à ressentir cet effet d'enfermement, non pas de notre fait, mais du regard des autres. Et ce que disait Pierre Cardot est tout à fait juste, c'est-à-dire que le regard sur les habitants était pratiquement inexistant, voire même les desiderata, les origines, les parcours, les histoires de ces habitants étaient des paramètres qui étaient très peu pris en compte. Et il a fallu un moment qu'on humanise ces quartiers. Parce que le problème du bâti, c'est que s'il n'est pas humanisé, ça devient uniquement de l'asphalte, du béton et des parpaings. Et une ville, quand on a la prétention, parce qu'une ville, c'est un magma social, c'est un magma humain, avec des histoires, des parcours, quand on a la prétention de vouloir faire vivre plus de 60 ethnies différentes ensemble, la priorité, c'est l'humain. Et Milayo, ce qu'il dit, et je suis tout à fait d'accord, il faut faire très attention au procès d'intention, ce qui concerne ceux en responsabilité du bâti. Parce que ça a été la politique de notre pays pendant les 30 Glorieuses, et on a oublié qu'il y avait des gens qui allaient habiter avec des algorithmes humains, organiques, et que si on ne trouvait pas la note juste pour les faire vivre ensemble, peu importe le bâti. En fait, on s'est rendu compte à Chanteloup, on a très vite compris que la question du bâtiment, c'était secondaire. C'était pas la Parce que quand on aime, c'est ce que disait souvent Pierre, et je me souviens même, Borloo disait ça, quand on n'aime pas sa ville, quand on n'aime pas son pays, quand on n'aime pas sa rue, son bâtiment, on ne s'aime pas. Et alors là, tous les problèmes commencent. Et c'est là qu'on a vu, moi j'ai vu au fur et à mesure, parce que je venais en plus d'une cité d'Emmaüs. Donc là, on est des cités construites après-guerre. Quand on est arrivé à Chanteloup, pour nous, c'était l'avenir, c'était la promesse était magnifique, avoir une gare au pied, avoir des commerces, avoir cette espèce d'arche de Noé. Il y avait quelque chose d'idyllique là-dedans. Malheureusement, le projet s'est arrêté à mi-chemin, et surtout, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'essayer d'écouter les gens qui venaient des 4 coins du monde et qui habitaient dans cette arche de Noé. Donc c'était ça le vrai problème. Pour moi, c'est pas les architectes. Pierre Cardot, vous avez donc vous habitez là, vous présidez des associations, dont l'AVEC, c'est l'association pour la vie éducative à Chanteloup. Et puis on vous demande de vous présenter sur une liste, et puis vous devenez maire. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à devenir maire? Moi, c'est toujours une question que je me pose, parce que il y a un tel boulot à faire. Il y a peut-être des moments de désespoir forts. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se dire bon, allez, j'y vais? C'est-à-dire que, d'abord, j'ai vécu mes 68 en arrivant d'Algérie. Je me suis retrouvé à la Canale pendant 2 ans.
Le lycée occupé, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Moi, j'arrivais de Mars. Ces gamins qui ne connaissaient pas la société, qui voulaient la reformer, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment on peut réformer une société quand on ne la connaît pas. Bon. Et donc, je suis persuadé, après 68, je ne suis pas fait pour la politique. C'est vraiment un monde qui m'échappe. Il y a des gens qui ont des convictions. Enfin, ce que je prends pour des convictions, en réalité, ce sont des idéologies. Et je me dis, c'est pas pour moi. Et puis, le monde associatif à Chanteloup, je vais m'impliquer très vite. Il faut voir le terrain de foot où il y a des gens qui sont entraînés. Il y a une personne avec des bottes, une femme qui les entraîne, les gamins en blouse. Enfin, voilà. Et il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a rien. Bon, je vais faire du foot. J'ai jamais joué au foot, pratiquement. Je faisais que de l'athlétisme et des sports de combat. Donc, je vais leur faire du sport. Je vais m'en occuper, je vais me retrouver président des locataires, je vais régler les problèmes de chauffage, enfin bon. Et tout ça, petit à petit, je me retrouve président d'une association de gauche, alors qu'en réalité, je ne suis pas à gauche. Enfin, il paraît. Enfin, j'en savais rien, en fait. Et ils me demandent de me présenter contre leurs propres amis au conseil municipal, en plus, au bout d'un moment. Donc, si vous voulez, c'est le paradoxe chantelouvet, c'est qu'ici, l'implantation locale, elle est essentielle. Et donc, en fait, je vais être poussé par les gens pour me présenter, alors que je n'ai pas envie. Je refuse même au départ. Ah oui, oui. Et au bout d'un moment, tout le monde dans la rue me dit, mais il faut y aller, si tu ne vas pas, c'est toi qui seras responsable de ce qui se passera. Moi, je tiens à mes associations, je n'ai pas envie que ça disparaisse dans un truc plus ou moins mal. Et voilà, et j'y vais, mais je pense que je vais perdre. Parce que la gauche vient de gagner à plus de 60%, même moins d'un an avant. Donc, voilà. Déjà, pour trouver des candidats, ça a été très... Mais c'était pas facile, oui, il faut constituer la liste. Voilà, le dernier, j'ai fait signer dans sa baignoire quelques heures avant la fin. Voilà. Et on gagne. Et là, je me dis, mais où c'est que je suis encore allé me fourrer, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je prends l'association, déjà, il y a des briques de dette. Le comptable foutait les factures à la poubelle depuis 6 mois. Je me retrouve avec les huissiers, moi. Enfin, voilà. Chaque fois que j'ai pris un truc, il s'est passé des choses extraordinaires. Bon, là... j'ai été chargé d'une mission, je ne peux pas y échapper. Donc j'ai la population qui m'a fait confiance, je suis obligé d'aller au turbin, c'est tout. Et en même temps... je ne pose pas de questions. Et c'est de l'inconscience peut-être, mais je ne sais pas ce qui m'attend, et je m'en fous. Il faut que je fasse face à la responsabilité qu'on m'a donnée. Il y a une responsabilité, vous y allez, quoi. Et comment je vais faire, j'en sais rien. Et vous avez fait justement beaucoup de choses, et on a l'impression d'ailleurs que vous vous arrêtez jamais. Mais quand vous mettez une rustine par là, on a l'impression que ça fuit par ici. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas eu des moments de désespoir où vous aviez eu envie de tout lâcher? Des moments de colère, des moments de... Oui, mais il y a cette injustice, si vous voulez. Pour moi, Chanteloup est victime d'une injustice. Et donc, le fait que cette ville soit victime d'une injustice et que sa population subisse ses conséquences, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui va me permettre de dépasser ces moments de désespoir. Parce que de temps en temps, j'ai envie de balancer tout le monde par la fenêtre, les dossiers, enfin bon. Mais on se reprend très vite. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'impression que vous avez une mission par rapport à une forte injustice, ça vous donne des forces incroyables. C'est peut-être un peu d'inconscience, hein, c'est pas toujours du courage, il ne faut pas croire. Hein. Mais on ne sait pas ce qui nous attend, heureusement. Il ne faut jamais essayer de savoir l'avenir. Donc, vous foncez, vous ne posez pas de questions et vous faites. Et à partir du moment où vous avez, comme ça a été la chance que j'ai eue, vous êtes soutenu par la population, par le tissu associatif, que vous avez réussi à réunir des tendances qui n'étaient pas faites pour s'entendre, vous êtes porté par une force qui va vous faire... Au bout d'un moment, vous allez surmonter tous les obstacles. Alors effectivement, ça pète régulièrement, il y a eu des émeutes, etc. Oui. Mais... Comment vous on fait là? Vous êtes porté par la population. Vous y allez, hein. Vous l'avez dit, vous avez fait des sports de combat. S'il faut, oui, mais faut y aller, vous y allez, vous. Oui, non, mais j'y vais pas pour autant. Surtout non, pas. Mais, non, mais si ça se ça présente, vous apprend. C'est pas le rôle du maire. Vous apprenez à vous maîtriser. Oui. Et moi, je pars du principe essentiel, c'est que le respect, ça se mérite. Ça prend du temps. Mais à un moment donné, à force de respecter les gens et de leur montrer le respect que vous finissez par leur inspirer du respect. Et ça fibre. Il y a toujours une minorité qui ne répond pas à cela, mais la très grande majorité va vous soutenir. Et dans tous les problèmes qu'on a eus, c'est toujours la population et les associations qui m'ont permis de surmonter les obstacles. Et ça vaut tous les encouragements. Il y a une chose d'ailleurs qui est assez frappante quand on lit votre livre, puis quand on regarde ce que vous avez fait ici. Vous parliez tout à l'heure d'idéologie en disant moi j'étais pas un idéologue. Ce qui est frappant, c'est justement votre empirisme. C'est-à-dire que vous ne regardez pas les gens parce qu'ils viennent d'ici, parce qu'ils viennent de là, vous regardez leur situation. Moi j'ai une formation gestion. Bon. Et puis des tendances à la psy. Instinctivement je suis très porté sur la psychologie.
J'ai eu des formations dans ce domaine aussi, mais je pars du principe qu'on ne sait pas quelle est la réponse. Tous les rapports des différentes inspections générales de l'administration qui ont été lancés sur Chanteloup disaient cette ville, elle est ingérable et il faudra au moins 25 ans pour qu'elle s'en sorte et c'est pas sûr. Donc à partir de là, vous savez que les réponses traditionnelles ne vont pas fonctionner. J'avais une force qui était liée au terrain. Donc j'ai utilisé à fond cette richesse de la population. Alors j'avais des projets sans arrêt. Alors des fois, il y en a qui ont capoté. Hein, mais je veux dire, il faut laisser l'initiative aux gens. Le vrai partenariat, la vraie co-construction, ce n'est pas un truc très structuré. Il faut laisser l'imagination au pouvoir et il faut accompagner les différents projets des populations. On en a eu des projets, Mamilou, Babilou, enfin, Chantelozère, enfin, c'est parti dans tous les sens. C'était le bazar de l'hôtel de ville, comme je disais. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Parce qu'il y avait de l'émulation. Donc les gens étaient motivés. Parce qu'il y avait des projets. Il y avait un projet collectif, au fond. Et il y avait ce sentiment d'appartenance à une communauté qui était Chanteloup. Ils ne se sentaient pas tous français, ils ne se sentaient pas tous républicains, ils ne se sentaient peut-être pas tous, je ne sais pas quoi. Ils étaient chantelouvais. À point d'ailleurs que quand il y a eu les bagarres entre les villes, j'étais un peu emmerdé. Je me disais, putain, j'ai développé un peu trop l'esprit de clocher. Ils sont en train de se foutre sur la figure pour défendre le territoire. Bon. Mais bon, voilà. C'est cette force de terrain, je pense qu'aujourd'hui, et je regrette un peu la façon dont la société s'est structurée depuis quelques années, avec de très grosses intercommunalités, en reléguant un peu le maire au second plan, alors que le maire est un maillon essentiel pour le fonctionnement humain de cette société. On a besoin d'humanité. Qui, mieux que le maire, peut le faire? Et moi, je n'ai jamais considéré que le maire, chef de la police municipale bien armée, c'est le rôle qu'il doit tenir. Pour moi, c'est le principal acteur, le seul qui peut maintenir le dialogue, quelle que soit la situation. C'est son devoir et c'est ça sa noble mission. Et il va falloir qu'on y revienne un jour, sinon ça va aller très mal dans notre société, parce qu'on va avoir des antagonismes. Ceux des grandes villes qui nous expliquent qu'ils sont très contents d'avoir une police municipale armée, pour moi, en France, il devrait y avoir une police nationale, avec le maire qui a un pouvoir de coordination des différents acteurs sur le terrain. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Non pas l'organisation un peu hirsute qu'on observe aujourd'hui, où le maire a l'impression, bon, c'est lui qui se fait engueuler, mais c'est pas lui qui a le pouvoir. Et ça va pas. Et bon, voilà. Donc, pour moi, le maire chef d'orchestre, mais pas patron de tout le monde, mais qui essaye de mettre les gens en relation. Parce que vous avez beaucoup de gens sur le terrain, à Chanteloup, qui ne connaissent pas les autres acteurs. Le policier ne sait pas ce que fait l'éducateur. L'enseignant ne sait pas qu'il y a des éducateurs spécialisés. La PJJ n'informe pas les gens des mesures qu'elle prend, etc. Et donc, à un moment donné, il faut une coordination. Et si c'est le maire qui est le mieux placé au milieu de tous ces acteurs, qui a une connaissance multiple des choses. Et j'ai eu cette chance de pouvoir jouer ce rôle. Et heureusement d'ailleurs, par rapport à ce que mon voisin me chambrait un peu sur l'urbanisme, parce que je disais, j'y crois pas, mais je trouve que c'est trop facile de responsabiliser. Et je comprends. Oui, de dire que c'est juste la faute. Non, mais elle a un rôle à jouer, la preuve. Quand on a réhabilité Chanteloup, l'image. Avec ce qui se fait aujourd'hui aussi. Oui, mais heureusement que c'est Catherine Arnoux, maire Catherine actuelle, Arnoux, l'actuelle maire, oui. qui a fait le GPV. Parce que moi, l'urbanisme, j'avais pas une opinion très positive sur elle. Et donc, heureusement que c'est elle qui a pris en main. Oui, parce qu'on a détruit des immeubles, on a reconstruit, etc. Mais vous savez très bien que quand même l'environnement a un poids énorme dans la psychologie des gens, dans leur manière d'évoluer. Mais quand Borloo m'a donné le GPV, j'étais emmerdé. Parce que moi, GPV, c'est quoi? C'est un grand projet de ville. D'accord. Je me dis, mais merde, j'ai les moyens de faire un truc énorme pour Chanteloup, et en fait, j'y crois pas trop à l'urbanisme. Donc, comment je vais faire? Donc, j'ai cherché la ligne rouge, quel fil le fil rouge que j'allais suivre. Et c'était l'aération de la cité, parce que là, il y avait un enjeu. Et on s'est basé là-dessus. Et puis, bon, heureusement qu'il y a d'autres gens, il n'y a pas que moi qui décide en mairie, hein, je pense qu'il y a les adjoints, heureusement qu'ils jouent. Et à l'époque, on a à la fois misé sur cette revalorisation de l'habitat qui revalorisait l'image que les gens avaient d'eux-mêmes et qui a revalorisé l'image de Chanteloup vis-à-vis des communes autour, ce qui a permis l'intercommunalité, sinon le petit mouton noir ne serait jamais marié avec personne. Et puis, il y a tout ce qu'a fait Borloo en créant la réussite éducative, etc., où on a appuyé à fond là-dessus, on a créé des structures pour permettre aux gamins d'avoir ces repères dont ils avaient besoin pour se comporter un peu mieux dans cette ville, et puis de l'espoir. Voilà. Et l'humain, c'est important. Parce que si on ne respecte pas l'urbain... C'est là-dessus que vous avez beaucoup joué, j'ai l'impression, quand on vous dit... Mais c'est la seule force qu'on a. Ouais. Parce que sinon, comme disait Juan, ils vont détruire leur environnement s'il ne leur plaît pas. Ouais. Donc en cela, vous avez raison.
Mais moi, quand on dit Il y a des pas que ça. architectes Il y a l'humain aussi. Ouais. qui sont responsables de tout, non, c'est trop facile pour le politique de se dégager de sa responsabilité. Juan, à un moment, L'humain, c'est le ciment. j'ai lu une interview de vous où vous disiez à un moment, je passais plus de temps à enterrer des potes qui étaient morts d'accidents de voiture ou d'overdose que d'aller à des fêtes de mariage. Il y a eu un moment quand même un peu dur. Vous en êtes sorti, vous, grâce à la musique notamment. Il y a eu des moments durs quand même alors. Il y a eu des moments qui étaient en écho avec ce qui se passait un petit peu partout dans ces grands ensembles. C'est-à-dire que il y a une génération qui s'est retrouvée un peu, c'est ce que disait Pierre, face à la réalité, et personne n'y était préparé. C'est-à-dire que quand vous avez des populations qui viennent des quatre coins du monde, le rapport à la drogue, le rapport au chômage, ce sont des notions qui sont nouvelles. Parce que quand on vient du fin fond du Kurdistan ou de la Casamance, ou qu'on vient de la ruralité d'outre-mer ou du Vietnam, du Cambodge, enfin toutes ces populations, c'était des populations qui n'avaient pas pour habitude de gérer ce type de problème. Puisque au pays, on vit autrement. Au pays, la famille, le village surveille les petits. Là, on était totalement libre. Oui, les enfants étaient libres. Totalement. C'était moi les souvenirs que j'en ai en tant qu'enfant, bien évidemment. En plus, on est dans une période historique de transition. C'est un sentiment de liberté totale qui venait bien évidemment de la construction. On parlait de l'environnement, la ville, la façon dont elle était construite, et du nombre d'enfants aussi, le rapport enfant-adulte. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport de Jean-Marie Petitclerc, je crois, qui disait qu'il y avait à peu près 7 à 8 000 enfants de moins de 10 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait une quantité de gamins. Donc, pour moi, dans mon quotidien, je ne voyais que des enfants. J'étais très rarement en contact avec des adultes, puisqu'ils partaient le matin bosser, ils rentraient le soir, et on avait cette ville pour nous. La ville nous appartenait la journée. Donc oui, c'est vrai qu'arrivé au milieu des années 80, donc on a une période quand même qui a impacté un petit peu tous les grands ensembles, qui était la période de la drogue dure, plus l'émergence comme ça de cette première pandémie pour ma génération qui était le sida, plus la double peine, ce qu'on appelait la double peine chez nous, c'est-à-dire que tu fais 2-3 bêtises, on te bloque au pays. Ce qui fait qu'à chaque rentrée scolaire, il manquait un pote, parce que le père, pendant les vacances, avait pris le passeport et avait pris l'avion parce qu'il faisait trop de bêtises ici. L'avait confié à des oncles, ou parce qu'on arrivait à un âge, 14 ans, où on fait de la moto sans casque, on fait un petit tour de bagnole. Donc voilà, c'était une période assez accidentogène, mais pour autant, avec le recul, je dirais que on pensait que c'était normal. Oui. On pensait que c'était normal, tout ça. On pensait que ça faisait partie de la vie. On ne se rendait pas vraiment compte que non, c'est pas normal. Aujourd'hui, je peux le dire, mais Fatih, Méziane, Michel, l'autre Michel, voilà. Il y a toute une liste. D'ailleurs, le cimetière me rappelle régulièrement à ces bons souvenirs. Il y a toute une liste. Alors, ils étaient un peu plus âgés que moi. Ils avaient 3-4 ans de plus que moi. Mais voilà, puis on entendait ça au Muro, on entendait ça à Poissy, on entendait ça à Mantes. Donc c'était pas quelque chose qui était propre à Chanteloup. À Chanteloup, c'était générationnel. On a pris conscience, d'ailleurs il suffit de voir les images d'archives, qu'à un moment, on est un peu, à 8-10 ans être livré à soi-même, il y a un sentiment de liberté. Entre 14 et 18, il y a le monde de l'emploi qui nous tend pas la main, il faut aller à l'armée. Il y avait aussi cette question-là. Enfin bref, on a été impacté très rapidement par des questions un petit peu trop sérieuses pour nous, qu'on n'était pas à même de pouvoir résoudre, voire même comprendre. Et là, vous avez souligné quelque chose tout à l'heure, vous parliez de cet environnement dans lequel vous vivez. On va parler de la question de l'image des quartiers. Ouais. Et quand on vient de Chanteloup, et quand on évolue dans d'autres environnements, est-ce que c'est une image qui nous colle à la peau ou pas ? Je te dirais que c'est à double tranchant, c'est-à-dire ça dépend où on se place. Si c'est une rivalité entre villes, être de Chanteloup, ça sert. Oui, parce que ça dépend du degré d'analyse. Maintenant, à Paris. Oui, mais voilà. Alors dans d'autres environnements. Déjà, trouver du boulot dans notre environnement proche, c'était compliqué, puisque les deux perspectives d'avenir, c'était Peugeot à Poissy ou Renault à Flins au Muro. Donc dans notre esprit même, il y a un truc qui moi m'interpelle, c'est que même la question de l'emploi, on ne se la posait pas. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Parce que le système éducatif de l'époque, l'école, il y avait un petit fascicule avec tous les métiers proposés, et puis de la page 4 à la page 6,
c'était ce qu'on nous proposait. Il fallait pas aller au-delà. Donc, Oui. architectes, médecins, etc. Ça, c'était c'était vraiment pas les pour plus vous. opiniâtres et ceux qui avaient un environnement familial. On leur disait, tiens, tu pourrais faire Sciences Po, Léna. Moi, j'ai découvert ces mots-là, j'avais 20 ans. Ouais. Donc, Un peu tard. c'est un peu tard. Donc, c'est vrai que être de Chanteloup, il y Ça avait une s'ouvre. fierté. Parce que Pierre avait tout fait pour justement qu'on Oui. soit fier de notre Fier ville. Oui, mais Qu'on quand ait on pas arrive honte. ailleurs, quand voilà. Voilà. Mais quand on arrive ailleurs, alors il y a des subterfuges. Hein. On dit qu'on vient d'Andrézy, on vient de Poissy, on vient de Triel, on vient. D'accord. Mais rares étaient ceux qui passaient d'un monde à un autre. On était quelques-uns. Et par contre, Chanteloup permettait une chose, c'est que très rapidement, quand tu allais ailleurs, tu savais qu'il fallait être capable de parler toutes les langues. Être capable d'analyser les codes D'analyser, oui. très très rapidement. Mhm. Parce qu'on passait régulièrement en quelques minutes de car ou en 2 stations Ouais, de d'une minute à train, l'autre. on passait d'un monde à un autre. Ouais. Donc on avait cette capacité, pour s'adapter. certains d'entre nous, voilà, l'adaptabilité, Ouais, ça, c'était c'est une obligation l'avantage. à Chanteloup. C'est l'avantage des quartiers. Oui, Les quartiers, absolument. On a Ouais, cette capacité. On connaît les autres, mais les d'adaptation, autres ne nous connaissent pas. Alors, et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait justement faire pour changer cette image et cette perception que les autres peuvent avoir, justement, des gens qui viennent de ces environnements? Très sincèrement, je pense que ce sont des combats perdus d'avance, dans le sens où ça prend énormément De d'énergie l'espoir. et ça génère le doute. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est la perception que j'ai, il faut faire les choses. Il faut que l'on parle de ce qui se fait et de non pas de qui les fait. Il est fait, oui, absolument. Il faut qu'on parle Il faut de... arrêter de voilà. demander d'où vous venez. Absolument. Machin, Je suis parti dernièrement... on n'est j'habite- pas réduit à ça, quoi. Exactement. J'étais en Seine-Saint-Denis, j'habitais à Porte de Pantin, et un jour je vais aux impôts et je vois l'étage d'en dessous, crèche Babylou. Et je me suis dit, voilà, ça Tiens, c'est Chanteloup. Voilà. Ça c'est C'est la Chanteloup. crèche Babylou, c'est Chanteloup. Hein. Voilà, avoir réussi comme ça à travers un laboratoire social, des expérimentations, parce que Pierre, tu t'es souvent cassé la gueule et puis tu as souvent réussi. On ne se souvient souvent que des relevé. réussites, toujours relevé. Toujours relevé. Et il y a un élément sur lequel je voudrais revenir qui est très important, c'est ce dynamisme entre la population et les élus, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir à Chanteloup. Donc, quand les élus, alors il y a toujours une petite minorité évidemment qui voit les choses à travers des lunettes pas très valorisantes, mais le fait qu'un élu fasse partie de la population Ouais. et que la population ait son mot à dire, Ça change tout. ça change tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeu de Et ça, pouvoir. c'est ce qu'a fait Pierre Cardot. Et là, on relève le maire quand il tombe, et quand tu tombes, le maire te relève. Parce que que c'est vous- la même bande. Puisque vous parliez de Babylou, c'est vrai que c'est devenu la crèche Babylou, c'était devenu une star. Regardez, tout le monde, on va regarder un extrait, c'était dans Banlieusard, c'était un extrait d'une émission de Drucker, même Drucker et quelqu'un d'autre en parle. Cette crèche s'appelle la crèche Babylou. C'est une crèche modèle. C'est ça, c'est une crèche associative, c'est pas une crèche publique. C'est une crèche pas comme les autres, parce qu'elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 ans semaine. nuit et jour. Regardez, il a tout mangé. Et cette crèche a été voulue par Pierre Cardot, le député maire de Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes, qui possède cette foi en lui. Et elle vous adore, hein Oui, enfin, j'ai découvert ça à ce moment-là, oui. Mais non, en fait, Il y avait d'abord Anne-Émone Giscard d'Estaing qui vous adorait. Et oui, parce que toutes je les me suis toutes occupé les de sa femmes de président, fondation. hein. J'ai envoyé jusqu'à 250 enfants. Vous étiez fait engueuler En d'ailleurs parce placement. qu'il y avait des enfants qui, ouais, on vous disait, tu pourrais nous envoyer des enfants un peu plus faciles. Oui, oui, parce qu'il y en a qui faisaient pipi au lit. Il est formidable, Pierre Cardot. Il est élu député. Il bat Michel Rocard à l'époque. Il arrive à l'Assemblée et il dit quoi? Le premier truc est, on pourrait peut-être baisser nos traitements. Les mecs, ils l'ont regardé. Ils disent, ce type est dingue. Bah, c'est ce que j'ai fait en arrivant à la mairie quand j'ai vu Je qu'on sais, n'avait non, pas non, d'argent. Mais vous êtes. J'ai dit on commence par nous parce que sinon on va se faire tuer. Ouais. Il faut savoir que si on... le chef, c'est celui qui est devant et qui montre l'exemple. C'est pas celui qui est derrière. Et donc, si vous montrez l'exemple, ça passe mieux que si vous expliquez aux autres ce qu'ils doivent faire. Les devoirs, c'est pour vous. Les droits, c'est pour moi. Non, ça Alors, va pas. Pourquoi vous n'avez pas voulu aller plus loin Plus loin que quoi? au niveau national, politiquement? Ministre. Ah, Parce que moi, je suis pas fait pour ça. Lorsque la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est lorsque je co-présidais la commission quartier populaire pour la fondation Terra Nova à l'époque, et on a été impressionnés, mais impressionnés. Et d'ailleurs,
J'étais ravi que vous soyez venu parce que ça faisait quelque temps que je me battais avec Jacques Donzelot pour lui faire comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je me suis dit, on a besoin de personnes comme ça pour aller plus loin en politique, que ce soit ministrable, premier ministrable, et voire même président de la République. Pourquoi vous n'avez pas voulu plus vous engager, en fait? Je n'aime pas les partis politiques. J'ai toujours eu du mal à m'y faire. Je n'ai jamais trop fréquenté les instances, même si j'en ai été souvent très proche. Je pense que je ne suis pas fait pour ça. Ou alors, ça aurait tellement décoiffé que je ne suis pas sûr que j'aurais eu l'énergie. Ou on peut fermer sa gueule quand vous... Voilà, donc je pense que si on m'avait... J'ai pensé, oui, du temps où Simone Veil a pensé effectivement à une époque, voilà, si Balladur avait gagné, j'étais ministre. Et puis après coup, je me suis dit, mais finalement, est-ce que réellement... je peux tenir longtemps dans un gouvernement? Non, parce que je ne pourrais pas fermer ma gueule. À un moment donné, je ne vais pas être d'accord. Et je vais le dire. Donc je vais faire 3 mois et puis je vais me faire virer. Ou je vais démissionner. Donc si c'est pour faire ça, ce n'est pas la peine. J'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues de ma famille politique ou autres qui avaient été ministres ou qui étaient ministres. Ce qu'on leur impose, ça n'allait pas avec moi. À un moment donné, je vais sortir une grosse connerie. Parce que je pense que j'ai raison et j'ai tort de le faire en tant que ministre. Voilà, mais un ministre, ça ferme sa gueule, comme disait Chevènement. Hein. Bon. Ou ça démissionne. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu de très bonnes idées, parce que les méthodes que j'ai utilisées à Chanteloup pour essayer de réussir ce pari qu'il y avait, je ne suis pas persuadé qu'au niveau national, on puisse les reproduire. Je préférerais donner des conseils à des gens qui ont envie de mettre en place des politiques de la ville et les conseiller sur ce qu'il faut faire ou pas faire, les accompagner, essayer de faire en sorte que les gens comprennent un peu c'est quoi l'esprit de la politique de la ville. Mais être ministre, non. Quand je vois la façon dont les débats se font à l'Assemblée et comment les ministres perdent leur temps à des débats sempiternels selon les procédures, je me dis non, mais j'ai pas que ça à faire, quoi. C'est épouvantable d'être ministre. Un mot pour terminer, parce qu'il va falloir qu'on se quitte malheureusement. Mais quand vous regardez Chanteloup aujourd'hui, vous revenez, vous reconnaissez Chanteloup. Qu'est-ce qui a changé? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore, quoi? Ça a beaucoup changé quand même. Il n'y a qu'une chose qu'il faut faire, c'est il faut toujours qu'il se passe quelque chose sur un quartier. Oui. C'est quand il ne se passe rien que ça devient très dangereux. Donc il faut de la vie, il faut des animations, il faut que les gens s'amusent. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Bien sûr, il faut des réussites dans le domaine de l'architecture, du développement économique, etc. Mais il faut le lien social. Il faut que les gens s'aiment entre eux. Il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble, à vivre des événements ensemble. Donc ça passe par des petites choses. Et le café que j'ai pris ce matin avec les dames du centre social, avec les équipes, etc., mais ce sont des moments importants. Ces moments de convivialité, mais on n'imagine pas à quel point c'est essentiel dans une société qui s'est déshumanisée. Comment est-ce que vous pouvez penser que vous appartenez à ce pays et à cette République et la respecter si vous avez l'impression d'en être mis à l'écart? Parce que les services publics ne sont plus là, en tout cas une partie. Bon, ici, on en a maintenu. Catherine s'est battue pour avoir un certain nombre de choses, mais c'est vrai que ça s'est déshumanisé, avec en plus la fracture numérique, mais vous imaginez l'isolement des gens. C'est épouvantable. Le maire, en plus, qui a de moins en moins de pouvoir sur le territoire, donc on s'adresse à lui, mais ce n'est pas lui qui peut régler le problème. Ça fait beaucoup de choses. Et donc, il faut continuer à faire des choses, il faut surprendre. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Oui. Et le problème du politique aujourd'hui, et notamment à un haut niveau, c'est que la bête politique, c'est une bête frileuse, mais qui peut être très dangereuse aussi. Donc, mais elle est d'abord frileuse. Elle n'aime pas prendre des risques. Et par contre, si on s'oppose à elle et que ça ne se passe pas bien, elle peut être méchante. Donc, il faut le savoir. Et la politique, c'est un combat permanent. Combat pour les autres et combat aussi pour sa survie. Wow. Juan, un mot et sur Chanteloup quand vous revenez comme ça? Concernant Chanteloup, c'est un petit peu la règle qu'on devrait, je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est, en tout cas ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à une conclusion très simple, on est nombreux mais seuls. C'est-à-dire l'individualisme. Et ce qui a tenu cette ville, justement, c'est le fait que Pierre Cardot et toute son équipe et le tissu associatif aient passé son temps à faire en sorte que les traits d'union entre les communautés, les traits d'union entre les générations soient possibles et visibles.
C'est-à-dire, il y a le bien faire et bien montrer. Et ici, ce qui nous a, à un moment, sauvés, c'est ce sentiment que, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos communautés, nos générations, on était Chantelouvet. Et ça nous a sauvés parce que, dans un pays où être français, c'est très compliqué. C'est très dur d'être français. Les gens disent, oui, il faut s'intégrer, mais ça ne dépend pas uniquement de vous. Ça dépend aussi de l'environnement, de ceux qui vous regardent. Et au moins, si on avait du mal à avoir ce sentiment d'être français à part entière, on savait qu'on était Chantelouvet à 200%. Et ça a permis de combler un vide. Absolument. Voilà. Merci infiniment. Merci Pierre Cardot. Merci à vous. Merci Juan Maceda. Merci pour ce moment. Merci. Comme dirait l'autre. Ross, on va parler d'un sujet essentiel, évidemment, c'est l'éducation. Hein, Absolument, le fondement de tout. C'est vrai qu'avec les cités éducatives, les expériences qu'il faut, il y a des choses absolument formidables qu'il faut que, voilà, c'est plus des écoles au rabais qu'on a ici. Et ça, c'est très bien. Enfin, on a perdu quand même de nombreuses années au niveau national pour en arriver à défendre ce principe de cité éducative. Absolument. C'est des principes à une époque, voilà, on en parlait déjà il y a 25 ans. Il aura fallu tout ce temps-là pour commencer à arriver à mettre en place le processus. Merci. L'école ne peut pas vivre seule et régler le problème de l'éducation elle toute seule. Elle toute seule, sans doute pas. Faut-il lui confier une mission précise? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien.